Bonjour, voilà, je suis Vincent Gérard, directeur du centre de thérapie brève. Vous avez peut-être vu la première vidéo sur les émotions primaires. Je vais vous faire une vidéo ici un peu particulière concernant davantage la colère, qui est aussi une émotion de base, une émotion primaire à laquelle on peut être tous confrontés. Je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder l'autre vidéo que j'ai mise en ligne. Mais très rapidement, succinctement, un petit rappel sur ce que sont les émotions primaires. Elles sont innées, universelles, donc elles ne dépendent pas d'une région donnée, d'un contexte donné, d'un type ethnique donné, évidemment non. Ce sont des émotions tout à fait universelles qui visent à la préservation de l'espèce. La peur, le plaisir, la colère, la douleur ou la tristesse. Voilà, les quatre principales que l'on utilise en général en thérapie brève. Je vais aujourd'hui vous parler davantage de la colère. Quelle est la stratégie dysfonctionnelle, ce que l'on appelle dans notre jargon des tentatives de solution? Quelle est la stratégie dysfonctionnelle par rapport à la colère? Eh bien, c'est souvent d'essayer de la réprimer. La colère est très mal perçue dans notre société. Le colérique est quelqu'un qui est très mal perçu, comme quelqu'un qui serait carencé, incapable d'exprimer d'une manière adaptée une frustration. Parce qu'on sait que la colère et la conséquence, c'est un point essentiel d'une frustration. Donc une frustration, ben, c'est souvent de manière assez simple. On pourrait définir une frustration comme un objectif que l'on n'atteint pas, comme une contrainte à laquelle on doit se soumettre. Donc la frustration, elle est double. C'est soit une chose que l'on affectionne, que l'on convoite, un objectif que l'on vise, mais que l'on ne peut atteindre pour des tas de raisons, un manque de confiance, une incapacité, ou simplement parce que le contexte ne nous y permet pas. Donc ça peut être un objectif visé que l'on n'atteint pas, va générer une frustration. A contrario, une chose qui nous est imposée, que l'on ne souhaite pas, à laquelle on doit se soumettre, va aussi générer une frustration. Voilà donc les deux grandes catégories de frustration qui sont à la base de cette émotion qu'est la colère. Alors, comme je le disais, la colère peut devenir pathologique. La colère peut être aussi quelque chose de sain, évidemment, parce qu'on le disait tout à l'heure, les émotions primaires visent à nous protéger, à nous mobiliser, à nous mettre en mouvement. Ben, la colère nous prépare à l'attaque, au conflit, au combat. Bien sûr que ce ne sont pas des choses forcément toujours souhaitables. Ce qui n'est en général pas souhaitable, évidemment, ce n'est pas l'expression de la colère, mais les modalités avec lesquelles on va exprimer cette colère. Quand je dis que ce n'est pas souhaitable, on sait aussi, à contrario, qu'une colère trop longtemps retenue, une frustration non exprimée, peut générer de la dépression. Que la personne qui renonce au combat, à tous les combats, qui évite toute confrontation, tout réajustement nécessaire, on sait que c'est quelqu'un qui a tendance à déprimer. Donc une colère trop longtemps réprimée peut être génératrice de dépression, et une dépression parfois bien profonde. Qu'est-ce qui va l'amener à nous dégrader? C'est paradoxalement le fait de la réprimer. J'utilise souvent une image avec mes patients qui est celle des volcans. Lorsqu'un volcan s'est tu pendant de nombreux siècles parfois, c'est à ce moment-là qu'on le redoute le plus. Parce qu'on sait que le jour où il va rentrer en éruption, il sera à la base de millions, de milliers, en tout cas, de trop de morts. Et donc c'est justement ce côté calme, précurseur de la tempête, qui s'annonce de cette éruption volcanique qui va tout dévaster. Et donc c'est cette stratégie, et ça peut paraître paradoxal évidemment, de retenue, qui peut être aussi quelque chose de sain par ailleurs. À nouveau, n'oublions pas que les tentatives de solution sont des stratégies qui sont répétées et qui se révèlent inefficaces. Lorsqu'une stratégie qui est tentée d'emblée se révèle efficace, on ne va pas parler de tentative de solution, mais on va parler d'une simple solution. Empêcher de dire quelque chose à quelqu'un alors que j'ai vraiment beaucoup de colère contre lui, et que l'effet de l'expression de cette colère dans un contexte professionnel, par exemple, peut être dévastateur. Mais on est tous d'accord quant au fait que c'est sans doute une bonne stratégie que de se réprimer. C'est le côté redondant, systématique, répétitif, dans le fait de s'empêcher d'exprimer la colère, qui est à la base d'un trouble qui peut évidemment impacter la personne, on l'a déjà dit, mais aussi tout son entourage. Ça peut créer de très importants troubles relationnels, et on sait que certaines personnes comme ça peuvent adopter des comportements dévastateurs,
justement parce qu'ils évitent ce que l'on appelle parfois les régulations relationnelles nécessaires. Donc des réajustements, le fait de dire écoute non, stop, ça ne me convient pas. Je ne suis pas d'accord, je ne peux pas continuer à travailler dans un contexte comme celui-là, je ne peux pas être confronté à des demandes inatteignables. Par exemple, on ne citait que quelques situations dans la sphère professionnelle, mais on sait aussi que dans les couples, il y a des problématiques qui sont inhérentes au fait de ne jamais se calibrer, jamais se réajuster, de ne jamais exprimer sa frustration. Et donc, dès l'instant où on est tout le temps dans cette retenue, il y a deux options. Soit on va exploser, soit on va déprimer parce qu'on renonce à des choses qui sont essentielles pour nous. Donner l'occasion d'exprimer d'une façon saine, plus régulière, cette colère qu'elle a tendance à réprimer, à contrôler, et que cette régulation, cet apprivoisement émotionnel, qui devra par ailleurs tenir compte du contexte et peut-être d'autres émotions. La personne peut très bien avoir peur de dire ce qu'elle pense, peut très bien avoir peur des conséquences du fait de dénoncer des agissements chez autrui, et c'est tout à fait légitime, et le risque n'est pas inexistant bien évidemment. Donc on ne va pas, sans prudence, sans précaution, inciter la personne à exprimer sa colère. On va simplement essayer de contextualiser les moments dans lesquels elle aurait envie de dire non, envie de dire stop. Paradoxalement ou logiquement, je ne sais pas, peut-être un peu les deux, l'expression, la non-expression de la colère est souvent en lien avec une peur, qu'elle soit réelle ou imaginaire, peur des conséquences, peur des sanctions de l'autre, peur de l'éloignement de l'autre, peur de perdre l'autre. Il y a pas mal de raisons qui peuvent brider la personne dans l'expression, ou dans la non-expression plutôt, de sa colère. Puisque l'on parle de croyances, je vais vous donner un petit exemple très concret de l'enchevêtrement, de l'imbrication, de la complémentarité entre les émotions et les croyances évidemment, puisqu'elle s'inscrit dans une logique circulaire. Le fait de ressentir quelque chose m'amène souvent à enclencher un comportement particulier, à consolider une croyance qui elle-même va ratifier l'émotion. Donc ces deux paramètres, si on peut le dire ainsi, l'émotion et la croyance sont évidemment intimement liés. Et donc je vous raconte très rapidement l'exemple d'un monsieur qui me disait souffrir beaucoup de la chasse dans sa région. Et donc au-delà de l'expression de la colère, au travers de certaines tâches qui lui ont été proposées, de cette frustration de ne pas pouvoir changer les choses, en tout cas c'était ce qu'il croyait avant la thérapie, certaines choses lui ont été proposées pour contrer ça. Je lui ai dit, réfléchissez au fait que cette colère, elle vous nuit 3 fois. Elle vous nuit en amont. Je me disais notamment lorsqu'elle est battue, je vois les panneaux interdisant l'accès à la forêt, ça me rend fou. Je le cite. Et je lui disais, réfléchissez en amont. Vous vous dégradez. Vous êtes dans une colère anticipée de ce qui va se produire. Il est dégradé une deuxième fois, au moment où cet événement se produit, le jour même. Il en souffre beaucoup. Il est terriblement frustré à nouveau et donc très en colère de ne pas pouvoir changer quoi que ce soit. Et il y a une nuisance à un troisième moment, qui est évidemment après coup parfois, le fait de revisiter, de se rebalader, de se ruminer en se demandant mais combien d'animaux étaient abattus. Et voilà, donc c'était compliqué pour lui. Et je lui ai proposé ce recadrage en disant mais réfléchissez au fait de ne pas permettre à cette activité de venir 3 fois au travers de ses pensées. C'est un peu comme si vous invitiez à votre table, dans votre maison, dans votre cuisine, à manger avec vos couverts, dans vos assiettes, comme si vous invitiez votre pire ennemi au travers de ces pensées, de ces ruminations, une anticipation, le jour J, et le fait de revisiter après coup un événement qui nous a beaucoup fait souffrir. Voilà, et ce recadrage, je l'avais vraiment amené à beaucoup réfléchir. Voilà, je vais reprendre un peu mon souffle et vous saluer et peut-être vous rencontrer, qui sait, dans un contexte de formation.